Pourquoi les maisons en Afrique sont-elles moches? On va retrouver une similitude dont les gens de la diaspora se plaignent principalement. Le problème, c'est qu'ils ne résolvent pas non plus la question. Au contraire, ils empirent la chose. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Sagesse, entrepreneur et architecte. Sur cette chaîne, on va parler principalement de l'entrepreneuriat et de l'investissement sur des thématiques liées à la construction. Après une étude de recherche personnelle, d'entretien et de nombreuses interrogations, j'ai relevé certains points qui font presque toute l'unanimité sur les constructions en Afrique qui sont généralement presque toutes moches. Oui, moche, c'est le bon mot, faut le dire. Petit disclaimer, il est clair ici que l'Afrique n'est pas un bloc monolithique ni un seul pays, mais bien entendu un continent composé de plusieurs pays qui disposent de plusieurs dialectes et cultures différentes. Donc on va simplement utiliser le mot Afrique pour simplifier la tâche, pour comprendre qu'on parle bien du continent africain et les pays qui l'entourent, mais surtout on retrouve principalement ces problèmes dans quasi cette partie subsaharienne en Afrique et qu'on est tous sujets à des mêmes problèmes et à des mêmes problématiques environnementales, de construction, etc. Numéro 1, la propreté. Il est clair que la propriété est une denrée rare en Afrique, et le domaine de la construction n'en fait pas exception. Je me suis toujours questionné sur le fait qu'il y avait un tel écart entre les constructions en Europe et les constructions en Afrique. J'ai dû mener quelques analyses, quelques recherches pour comprendre un peu le fonctionnement et les mentalités de tout un chacun pour voir pourquoi il y avait ces différences, non seulement entre les constructions, mais surtout entre le mode de travail. Et j'ai trouvé ma réponse. La propriété, c'est le premier facteur que je trouvais différent d'un pays à l'autre. Par exemple, quand tu vois un chantier en Europe, il est quasi propre. Même quand c'est en chantier, quand les ouvriers travaillent, il y a le respect, il y a la propreté, il y a ce respect du matériel, il y a ce respect des déchets, il y a ce respect de toutes ces choses-là qui traînent dans un chantier. Par contre, quand on est en Afrique, les ouvriers, ce qu'ils font généralement, c'est que chacun laisse ces débris-là, le maçon, il vient, il passe, il fait ses saignées, il fait tout ce qu'il a à faire, les graviers s'arrêtent sur le sol, le plombier, il vient, il casse, il ouvre, il laisse la saleté sur le sol. Donc chaque artisan vient, il travaille de son côté, il laisse toute la saleté. Et au final, on retrouve des chantiers très souvent sales. Mais quand tu vois un chantier africain et que tu vois un chantier qui est fait en Europe, il y a très vite une différence. Le problème ici, c'est que les gens, ils aiment pas nettoyer derrière leur travail. Ouais, ils peuvent travailler, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils laissent comme ça. Ils laissent les gravats. Donc voilà. Là, vous voyez, l'état tel qu'il est comme ça, j'aurais pu partir 3 semaines, 1 mois. Je reviens, ça change pas. C'est parce qu'ils s'en foutent. Ça, c'est le problème. Les gens, ils aiment pas nettoyer derrière eux. Du coup, pourquoi? Quelle en est la raison? Tout simplement parce que il n'y a pas le besoin de plaire de la part des ouvriers. Il n'y a pas ce côté très professionnel de la part des ouvriers en Afrique généralement. Pourquoi? Parce que, dans la plupart des cas, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle qui font à ce que un ouvrier se sent légitime ou bien engagé dans une certaine tâche à responsabilité longue. Ça veut simplement dire que l'ouvrier, quand il fait sa tâche, il n'a pas une vision à long terme sur la productivité de son travail. Alors que ton travail, ça parle à ta place. Pour ton travail, une personne peut te recommander à une autre. Donc rien que ta façon à toi d'être propre dans un chantier, ça peut attirer l'œil du patron, ça peut attirer l'œil du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est justement le propriétaire du projet. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi en Europe, les ouvriers ne faisaient pas pareil? Et simplement parce que ici, en Europe, on est régi sur un système d'entreprise. En Afrique, généralement, c'est un ouvrier dans le quartier que tu vas employer. Ah, c'est un maçon, je l'emploie, pac, il vient avec son équipe, ou bien il y a des gens qui viennent entre-temps. Mais ici, les choses sont réglementées d'une façon à ce que quand tu viens, par exemple, avec une équipe de plaquistes, quand ils viennent faire leur plaque, donc ils travaillent dans un chantier le matin, de 8h à 17h ou 18h, ils terminent, ils nettoient leur saleté et ils ramènent tout ce qu'ils avaient comme saleté. Ça, en fait, ça crée à ce que l'équipe qui va venir, l'équipe électrique qui va venir, ils vont trouver un chantier propre dans lequel ils vont pouvoir travailler. Eux aussi, ils vont renettoyer le chantier au début et après ils vont travailler dessus. Ils vont finir, ils vont ramasser toutes leurs accessoires de gaine, ils vont prendre et ils vont ramener pour que le plombier, quand il va venir, qu'il trouve le chantier propre. C'est comme ça, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous avez fait un chantier ici et que les ouvriers, ils ramassent pas ou bien il y a la saleté, il y a des pénalités aux entreprises. Le maître d'œuvre peut facturer et peut dire, ok, il y a des pénalités, il y a de la saleté. Une autre équipe a passé du temps à travailler sur vos saletés avant de commencer. Ils ont perdu 1 heure à faire le nettoyage avant vous. Donc, on va vous facturer ça. Donc, il y a tous ces systèmes de facturation et tout ça qui font à ce que les gens soient très ordonnés en Europe et très carrés. Mais ce n'est pas la seule raison, bien sûr. Il y a une autre raison aussi à cela, c'est que on est habitué à un système de propreté, si vous voulez. Déjà, quand tu sors dans la rue, c'est propre. Je dis pas propre non plus, c'est pas non plus comme au Japon, non. Mais c'est propre, c'est bien soigné. Donc, tu n'auras pas ce réflexe-là de venir quelque part que tu trouves propre et venir salir. Et donc c'est ça aussi qui joue dans les mentales des populations. Mais surtout qu'en Europe, les entreprises tiennent souvent à garder leur bonne image. C'est-à-dire que quand une entreprise passe, elles ont un nom, elles ont un logo, donc on sait que l'entreprise temps est passé. Donc si elles passent des mauvaises prestations, si elles font du mauvais boulot, ça va se répercuter sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et sur la capacité à l'entreprise d'évoluer de façon de bouche à bouche. Déjà que le domaine de la construction, c'est beaucoup plus un métier qui évolue du bouche à oreille. Qui t'a fait ça, c'est beau. Il y a un maçon qui m'a fait ça. Est-ce que ta manière de se travailler, comment ça a été, tout ça. Mais en Afrique, on ne connaît
connaît pas trop cette vision à long terme de vouloir plaire, de vouloir parler de notre entreprise. C'est tout ça qui fait à ce que, on se retrouve avec des chantiers sales qui, au final, lorsque les gens veulent faire des finitions, quand ils font des carreaux, etc., quand on est sur un chantier où il y a beaucoup de poussière, tu viens faire ton carrelage, forcément, il y a de la saleté qui rentre dans les joints, et ça se voit très vite à la fin du chantier. On voit parfois des joints sales, des joints tout noirs, des joints qui sont pas beaux, tout ça simplement parce que, il y a peut-être eu aussi ce facteur de propreté sur le chantier. Donc, ce qui veut dire que pour arriver à un niveau de finition idéal, il faut régler tous ces problèmes-là. Tous ces éléments de propreté contribuent à avoir un chantier propre, un chantier beau, un chantier sain et un chantier de haut standing. 2. En Afrique, généralement, les artisans, les ouvriers, etc. ne sont pas généralement très équipés. Généralement, quand un ouvrier ou une entreprise vient travailler dans un chantier en Europe, elle est équipée de plusieurs outils de travail, des outils, des matériels qui lui permettent une facilité grande à son travail. Il y a non seulement la facilité, mais il y a aussi une efficacité et une précision qui contribuent à faire de belles finitions, de belles façades, de beaux rendus au bâtiment. On aura une différence entre un carreleur qui va venir, il va avoir ses serre-joints. Les serre-joints, généralement, ça va permettre à ce que tous les joints des carreaux, lorsque le carreleur il pose, ça soit millimétré avec précision. C'est-à-dire que quand tu veux 5 mm de chaque joint sur chaque carreau, c'est 5 mm. Quand tu vas, et il est équipé d'un serre-joint, il est équipé peut-être d'un coupe-carreau professionnel, donc ce qui veut dire qu'il taille les carreaux avec mesure exacte de l'endroit où il doit combler. Donc ça fait à ce qu'on ait des finitions très propres, très belles, et qu'il n'y ait pas des petits carreaux bizarres coupés d'une façon archaïque qui n'est pas moderne, simplement. Or, généralement, ce que je veux remarquer, c'est que quand tu vas voir un artisan en Afrique, il va venir juste avec son marteau, les trucs moyens, les trucs de base, toutes ces choses archaïques pour finalement faire le travail. Justement, ce manque de matériel, ça pousse à ce que on retrouve beaucoup d'échantillons en Afrique qui n'ont pas des finitions exactes, qui n'en sont pas des finitions belles, simplement parfois parce que l'artisan que tu as pris n'était pas assez équipé. Les gens vont me dire, oui, il faut voir les réalités africaines ne sont pas les réalités en Europe. C'est faux. Quand une personne est professionnelle, quand une personne exerce un métier, il doit savoir à quoi s'attendre. Il doit être équipé pour pouvoir travailler efficacement, rapidement. Si tu veux prendre un artisan qui va faire un travail en 2 semaines, il a son matériel et il a tout équipé à lui, et un artisan qui va te faire un travail en 1 mois et demi, qui vient avec un marteau, des pointes, etc., alors qu'il y en a un qui vient avec des visseuses, qui vient avec des clous à béton, qui vient avec toutes ces choses-là. Tu vas prendre qui? Tu vas très vite prendre celui qui va faire son travail vite, avec le matériel, et sachant que s'il vient aussi avec ces instruments-là, ça veut dire que ça porte plus de confiance. Tu te diras, celui-là, il a l'air beaucoup plus connaisseur, il a l'air d'être quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, et il est bien équipé, donc il a l'air de savoir se servir de son matériel. Alors qu'un artisan, vous allez discuter avec lui, certes, tu vas payer moins le prix, mais tu vas le payer dans le futur. Parce que tout ce qu'on paye pas assez cher maintenant, on le paye cher plus tard. Donc, si vous remarquez justement ce problème de finition, pourquoi les maisons en Afrique, il y a aussi ce problème-là des artisans qui ne possèdent pas des équipements liés à leur domaine. Tu vas voir un maçon, un électricien, pour faire une saignée, il va être là avec une clou à taper, à prendre des heures, à taper avec du marteau. Alors que si tu vas avec une perceuse, tu fais ça en quelques secondes. Tu passes ta saignée, tu vois. Ça, c'est plus rapide. Et ne me dites pas que ça coûte si cher. Quand tu as un maçon, tu as un électricien, que tu réalises des prestations, tu prends le temps d'investir dans ton entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'Africain, il faut savoir comment investir dans son entreprise pour faire ce genre de choses. On introduit donc le 3e point qui se traduit par le manque de professionnalisation des ouvriers. Généralement, on va trouver des ouvriers incompétents, des ouvriers pas professionnels qui vont te dire qu'ils savent faire une chose mais qui ne le savent pas, qui vont se dire qu'ils vont venir apprendre à le faire sur terrain. Très 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 mauvaise idée de travailler avec ce genre d'employés et ce genre d'ouvriers. Car en Afrique, l'amour démesuré de l'argent, l'amour démesuré de faire du profit au-delà de ce qu'on est capable d'offrir est très grand et est très présent dans nos continents et dans nos mœurs. C'est pour ça qu'il est préférable de bien étudier l'ouvrier avec lequel vous voulez travailler, de voir ce qu'il a déjà eu à réaliser et même seulement de recueillir des recommandations de la part des gens qui ont travaillé avec lui, qui ont vu comment il a fait et ce qu'il a fait. Un maçon qui va vouloir couvrir le chantier dans sa totalité n'est déjà pas un bon maçon. C'est-à-dire qu'il va vouloir prendre toutes les responsabilités. Il va vouloir vous dire que voilà, je pourrais faire l'électricité, je pourrais passer les fils électriques. Il va vouloir vous dire que je pourrais faire le plafond. Vouloir vous dire que je pourrais faire ceci, cela, c'est déjà pas un très bon maçon. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut seulement faire les choses pour le profit et non pas parce que il est profit. Quand vous voyez qu'un maçon sait faire plusieurs choses en même temps, fouiller, c'est pas une bonne chose. S'il est maçon dans son travail, ce sera faire de la maçonnerie pour votre projet. Il pourra faire des choses annexes. Je ne dis pas qu'un ouvrier ne peut pas faire plusieurs choses. Fait des choses beaucoup trop éloignées, en même temps maçon, en même temps électricité, c'est pas bon. Généralement, on fait pas bien le travail. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Le service client médiocre. Mais on veut juste faire plus de profit et faire et rendre des projets qui à la fin seront moches et franchement, c'est indésirable. Sur ce paragraphe, je ne vais pas aborder le point sur les incompétences de certains ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers qui prétendent être maçons, savoir être professionnels, mais au final, n'ont pas eu une formation assez équilibrée, ni n'ont pas eu une vraie formation. Ils ont juste appris dans le tas, mais vite fait, sans être vraiment bien formés. Et donc, on va se
retrouver avec des projets avec des murs tordus. Ça, on y reviendra lors d'une prochaine vidéo, certainement. Notre quatrième point, c'est sur la qualité des matériaux choisis. Oui. En effet, c'est très important la qualité des matériaux choisis. Si on veut avoir un projet beau, une belle maison, qui a de belles finitions, qui est bien finie, qui est belle à regarder, il faut faire attention aux matériaux qu'on choisit. Ici, je parle de matériaux, c'est-à-dire que des carreaux, le choix des isolants, le choix de la peinture, le choix du marbre, le choix de ceci, cela. Les matériaux doivent être de qualité. Ça sert à rien d'avoir des matériaux bas de gamme, des matériaux très sales et vouloir faire un château avec. Ça servira à rien parce que ça ne durera pas dans le temps, ça va très vite se sentir, ça va très vite se remarquer. Donc, je vous recommande pas de faire des économies sur les matériaux parce que moi, je pense que c'est un point sur lequel il faut le plus être rigoureux et il faut le plus dépenser sur des matériaux de qualité car ça vous durera longtemps et ça respire la qualité. Ce qui est qualité respire la qualité, ce qui n'est pas qualité, ça se sent très fermement. Quand vous sortez de chez vous attendez à ce que vous soyez bien habillé avec des vêtements de qualité, pas des vêtements de chiffonnage. Par exemple, ce pull-là, c'est un pull de qualité avec du vrai tissu. Si t'as un pull en nylon, simplement en tissu normal, ça ne protégeait pas du froid. Mais vu que c'est du cachemire, c'est quelque chose qui protège énormément du froid. Ce qui veut dire que quand tu investis dans de la qualité dans ce que tu fais, tu le ressens, tu ne regrettes pas après. Surtout que les choses comme la construction, sachez que quand vous ne payez pas quelque chose cher tout de suite, sachez que vous allez le payer plus cher plus tard. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Si vous ne payez pas quelque chose cher tout de suite, vous allez le payer plus cher plus tard. Donc, autant payer quelque chose cher tout de suite et vous le gardez et c'est bon. Plutôt que payer un peu, on n'a pas encore de l'argent, on paye un bleu. Plus tard, ouais, il y a 2-3 trucs qui se sont cassés. Je dis pas que les trucs qualitatifs ne se cassent pas, mais ça dure plus longtemps et ça respire la qualité. C'est différent de quand tu achètes un truc sachant toi-même que tu l'as acheté très bas et que ça va très vite se casser et après tu vas dire oui, c'était pas bien fait. Non, ça c'est un problème avec toi et toi, quand je parle de toi, le client. C'est sur toi qui dois investir sur ce genre de choses. La personne avec laquelle tu travailles pour ton projet de construction te propose des matériaux de qualité. N'hésite pas, ne lésine pas sur les moyens, investis dedans. Pour finir, la source du projet, à savoir vous. Beaucoup de gens se plaignent que les maisons sont souvent moches, les maisons sont souvent pas belles, les finitions sont pas belles, oui, il y a trop de carreaux en Afrique, c'est vrai, tout ça, d'accord. Mais vous savez pourquoi? Ça commence par vous, la source principale du projet. Moi, je suis un client, par exemple, aujourd'hui, je suis un client, je veux construire. Ce que je fais, allô, je demande à un oncle, un grand-père, quelqu'un au pays, construis-moi cette maison, achète-moi ce terrain, voilà, je vais envoyer l'argent sans même jamais venir au pays, quelque chose comme ça. Vous vous confiez à des très mauvaises personnes. Quand vous voulez engager un projet de construction, il faut se confier à principalement un architecte. C'est un architecte qui saura faire la différence. Je vous garantis, c'est pas parce que je suis architecte que je le dis, mais je vous garantis qu'un projet fait par un architecte sera toujours très différent d'un projet qui était fait comme ça. Vous ressentirez la différence tout de suite. Quand vous rentrez quelque part, vous voyez un projet il y a un projet d'un architecte et un projet lambda qui n'est pas été fait par un architecte, vous ressentez tout de suite la différence. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas à négliger, quelqu'un qui saura vous conseiller relativement lorsque vous allez lui parler du projet, il saura voir à l'avenir. C'est la seule personne qui pourra traduire au mieux l'idée que vous avez vous dans votre tête. Il est vrai qu'en Afrique généralement, il y a beaucoup plus d'ingénieurs parce que il y a pas beaucoup d'écoles d'architecture en Afrique et donc il y en a très peu. Donc les architectes, on les trouve pas dans tous les coins de rue, il y a plus les ingénieurs BTP. OK, mais dès que vous avez l'opportunité de travailler avec un architecte, travaillez avec lui parce que c'est la personne qui saura au mieux guider votre projet. Peu importe, les gens ils disent pour que j'ai un architecte, il faut que je construise une maison en étage. C'est faux. Je vous ai fait des vidéos critiques qui montrent la très grande différence quand vous construisez avec un architecte ou quand vous construisez. Peu importe, maison en étage, maison pas en étage, même quand vous faites une maison en plein pied, si vous voulez vraiment une maison avec des belles finitions, de haut standing, confiez-le à un architecte, il va vous faire un beau plan qui saura bien représenter votre parcelle. Parce que moi, je vois tellement de maisons, les gens disent oui, je construis juste une maison normale, ils prennent une maison au carré comme ça, un terrain carré, et ils mettent la maison au centre, bam. Et donc quand tu rentres, t'as la maison, en fait c'est tellement mal fait, mal desservi que c'est moche. J'en parle dans plusieurs vidéos, je fais des critiques des maisons. Arrêtons de polluer et de saturer l'Afrique des constructions moches et médiocres au bord des voies, au bord des routes. Car la beauté de l'Afrique dépend de nous, ça dépend de vous et moi, de nous constructeurs, de nous entrepreneurs qui allons en Afrique, nous qui venons de la diaspora, qui allons en Afrique pour construire. Parce que quand tu viens dans une ville, les premières constructions que tu vois, c'est des maisons qui sont construites autour, comment est la beauté de la ville, et nous on y contribue à cette beauté-là. Même cette diaspora d'Europe n'y échappe pas, ils viennent en Afrique, construisent des projets qui sont moches, qui finalement ils n'y vivent pas parce que ça ne répond pas au standing auquel ils ont été habitués en Europe. Et finalement on voit des projets désertés, abandonnés et qui ne vont pas jusqu'au bout. Tout simplement parce qu'ils ont lésiné sur les moyens, sur le fait de sortir de l'argent, faire du budget. Voyez un professionnel, faites un projet, faites un devis sur le long terme, voyez si vous êtes apte et apprêtez-vous en conséquence. Construisez d'une fois pour toutes, sur un coup. Ne faites pas un coup les fondations, 2 ans le mur, 3 ans la toiture. Ce genre de projet, ça n'aboutit à rien et au final, ça provoque plus l'usure du bâtiment plus qu'un autre. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Ça m'a pris énormément de temps de concevoir cette vidéo, de mener ces recherches et aussi de la faire. Un gros like de votre part, un soutien, un commentaire.